Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 33 de Ici de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme 13 titres et 15 single issues, et oui, quand même, 7 issues de DC Comics, le numéro 1 de Zatanna, le one-shot Superman Lex Luthor Special, le numéro 2 de Justice League The Atom Project, le numéro 3 de New Gods, le numéro 4 de Absolute Superman, le numéro 5 de Batman and Robin Year One, et le numéro 157 de Batman. On enchaînera ensuite avec Marvel avec 2 titres et 4 single issues, le numéro 2 de Ultimate Wolverine et le numéro 3, 4 et 5 de Storm. Et on terminera avec Image Comics et 4 titres, le numéro 3 de Rocket Fellows et le numéro 9 de Red Coat pour le segment Ghost Machine. Et on terminera avec le numéro 13 de World Tree et le numéro 14 de Sacrifices. Wouh, je suis à bout de souffle, quel programme. Et oui, quand même, encore une fois, un programme généreux. On essaie de faire aussi bien que possible. Et on commence donc avec ce Zatanna numéro 1 de Jamal Campbell. Bah c'est tout. Bah oui, parce que c'est lui qui est au scénario, qui est au dessin et à la colorisation. Alors c'est pas lui au lettrage, parce que c'est vrai que je mentionne très rarement le lettrage, parce qu'a priori il y a rarement des soucis. A priori, parce que même là je crois que il y a une petite coquille dans celui-là. Mais c'est pas très grave, regardez-moi ça, Jamal Campbell, c'est magnifique. On a Zatanna qui est un petit peu dans sa méditation, juste avant de faire des tours, de proposer des tours. Et là ce qu'on va voir, c'est tout simplement une répétition dans un théâtre le Terpsey Shore à San Francisco. Et donc elle est là avec un petit peu tous ses compagnons de sa troupe un petit peu magique. Et on a vraiment quelque chose d'assez chouette pour tout ce qui est cette répétition. Et on est un petit peu dans notre élément. Moi j'étais très content de retrouver Zatanna. Alors je crois que malheureusement c'est une mini, parce que déjà on était très content de pouvoir admirer en fait Javier Rodriguez pour Zatanna Bring Down the House, une mini en 5 qui commençait très doucement et qui finissait en apothéose. C'est un petit peu ce qu'on pouvait prévoir, puisque Zatanna était alors privé un petit peu de ses pouvoirs magiques, dû à un traumatisme infantile, et lié avec son père Zatara. On y revenait dans cette mini. Et puis progressivement, au fur et à mesure où elle allait récupérer ses pouvoirs, là on avait un feu d'artifice magique qui était assez chouette. Et là Jamal Campbell, c'est un petit peu la suite, si vous voulez, des tie-in d'Absolute Power qu'il avait dessiné, scénarisé alors par Joshua Williamson, qui était vraiment très chouette, qui était un peu un team-up entre Superman et Zatanna, justement. On nous parle un petit peu de ce bar des oubliés, qui est vraiment très très chouette. On a un petit peu des conséquences de tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, le découpage est assez chouette. Il est vraiment très bien. On nous parle justement un petit peu de ce qu'est la magie, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un bon tour. Et forcément, on parle d'illusion, peut-être même de mensonge, et ce en quoi excelle probablement Zatanna. Et on voit qu'on nous parle aussi là-haut de la Lady Queen qui serait une figure mythologique presque de ce théâtre, surtout dans le Hollywood vintage un petit peu, où elle était à l'affiche de nombreux films, où elle avait une influence énorme sur les arts et toute la culture américaine, même internationale globalement. Donc c'est vraiment très intéressant. Surtout que cette Lady Queen va se matérialiser en une menace, et une menace tout de suite pour Zatanna et sa troupe. Donc on se demande un petit peu ce qu'il en est, ce qui se passe. Et on a vraiment quelque chose d'assez génial, puisqu'il va y avoir une espèce de course-poursuite dans un monde un petit peu transcendantal, dans les différents films. En tout cas, on peut voir ces différentes affiches, et on va voir que c'est comme s'ils étaient totalement immergés dans ces scènes d'action de ces films-là. Donc on a vraiment quelque chose de... vous retrouverez clairement les références du Hollywood des années 40-50, que ce soit Singing in the Rain, que ce soit les films d'Alien, les films de guerre. Enfin, il y a plein de choses que je trouve vraiment très intéressantes là-dessus. Donc on a vraiment, encore une fois, un travail de Jamal Campbell qui est superbe au niveau du dessin, puis même au niveau du scénario, je trouve qu'il s'en sort franchement pas mal. On a un cliffhanger absolument saisissant, très très intriguant. On a franchement hâte d'aller lire la suite, parce qu'on a vraiment l'impression que ce qui est proposé là, on ne sait pas si c'est une ancienne menace qui ressurgit, mais en tout cas c'est très intéressant, parce qu'on voit que Zatanna, elle a l'air assez sûre d'elle, et pourtant, trois petits points. Donc vraiment très hâte de lire cette suite, surtout que si c'est une mini, ça peut complètement redéfinir le statu quo de ce personnage, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup, et j'aime toujours énormément l'élément magique dans DC Comics, donc franchement, hâte de lire la suite. On enchaîne parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres à couvrir, avec ce one-shot Superman Lex Luthor Special, qui était un one-shot qui est scénarisé par Joshua Williamson, dont j'avais déjà entendu parler, et qui va être dessiné par Eddie Barrows et Ferreira, alors je vais vous donner son prénom quand même, Hébert, voilà, Hébert Ferreira, et Adriano Lucas à la colorisation. Donc c'est un one-shot donc sur Lex Luthor, et un petit peu sa condition,
et les conséquences de House of Brainiac. Alors je sais pas si je peux vous les spoiler, mais ça va être un petit peu important pour ce numéro. Sachez que Lex Luthor ressortait de House of Brainiac différent, on va dire ça comme ça. Et du coup, il était beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Voilà, il avait même peut-être une potentielle aventure. Hein, ça nous était notamment relaté dans le Superman numéro 21, quand il y avait un petit peu ces interludes amoureux, que je trouvais vraiment très bien sentis et très malins. Et ça, c'est franchement intéressant, mais on voit aussi que sa fille, elle aimerait bien faire en sorte qu'il retrouve sa condition d'antan, et elle essaie de faire, voilà, de faire fonctionner des espèces de stimuli, notamment par la musique et par des souvenirs enfouis. Et le rapport à la musique est très important, notamment au piano, avec sa mère et son père. Un rapport à la fois très nostalgique, très beau et très conflictuel, hein, d'un côté comme l'autre, donc ça c'est très intéressant. Et là donc, on va voir quelque chose qui est super intéressant, on va voir les conséquences de DC All In Special, forcément. On va voir aussi un petit peu tout ce que peut représenter le personnage de Lex Luthor. Euh, bah, une espèce de menace traditionnelle, et lui, il veut essayer de s'affranchir un petit peu de ce qu'il a pu être. Mais c'est très compliqué, et c'est toujours ça. C'est quand on traîne une réputation, c'est vraiment très compliqué de s'en affranchir et d'essayer de vivre à travers elle, quoi. C'est ça le problème. Et là, on va avoir une super rencontre Superman-Lex Luthor. Lex Luthor qui est toujours couvert de... Alors, je sais plus qu'est-ce qu'on lui a balancé à la tronche. Je sais plus si c'est du café ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, clairement, la population, elle a pas oublié ce que Lex Luthor représente et ce qu'il a pu représenter. Et il est même directement ou indirectement impliqué, en fait, dans pas mal de dommages collatéraux. Et les citoyens, ils sont pas ravis de le voir là. Mais on a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Superman lui-même lui demande s'il a pu retrouver sa condition d'antan, parce qu'il dit qu'il serait très très utile justement pour la Justice League. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est-à-dire que Lex Luthor pose une question que je trouve absolument géniale, et qui même Superman est assez stupéfait. Est-ce que tu crois qu'un monde avec Lex Luthor est un meilleur endroit, en gros? Donc est-ce que la présence de Lex Luthor est souhaitable dans ce monde pour qu'il soit meilleur, quoi? Ça, je trouve ça assez brillant. La réaction de Superman, elle est géniale, quoi. Et après, on revient un petit peu, justement, sur ce passé assez trouble de Lex Luthor. Et là, encore une fois, là, il y a un parallèle que je trouve assez génial, assez brillant. Alors, ça va peut-être chagriner certains qui pourront hurler au retcon, j'en sais rien. Mais on a un parallèle que je trouve super sur justement des destins croisés de Lex Luthor et de Kal-El, à travers quelque chose de très poétique, très beau, très malin, très bien vu, je trouve, qui m'a un petit peu fait penser justement à The Last Days of Lex Luthor, qui était voilà dans le Black Label, qui était sorti en grand format, qui était vraiment très chouette, scénarisé par Mark Waid et dessiné par Brian Hitch. On a eu qu'un numéro pour l'instant, je crois qu'il y aura un numéro 2 en mars, après plus de entre 1 et 2 ans d'attente, c'était assez hallucinant. Donc bref, on a un one-shot que je trouve vraiment excellent, très efficace, et en plus qui a des répercussions assez évidentes, justement, qui va un petit peu relancer l'ancien statu quo vis-à-vis du personnage de Lex Luthor, mais vraiment ce numéro, il n'était pas dénué d'intérêt, loin de là. Moi, je l'ai trouvé vraiment très chouette, assez émouvant, et le rapport qu'il peut y avoir entre Lex Luthor et Superman est un rapport, de toute façon, qui est très... Enfin, il y a un lien très important entre ces deux personnages, on peut le voir, et pas forcément aussi simple que protagoniste-antagoniste. C'est quelque chose de un petit peu plus complexe que ça. Et je pense que on peut espérer ça pour la suite. On verra bien, on le saura très vite de toute façon, dans les prochains numéros de Superman notamment. On continue avec DC, avec Justice League The Atom Project, je vous avais parlé du numéro 1. C'est une coécriture, Ryan Parrott et John Ridley au scénario. On a Mike Perkins au dessin, et Adriano Lucas, encore lui à la colorisation, décidément il est partout. Donc on a, vous vous souvenez, ces deux Atoms, que ce soit Ryan Choi ou Ray Palmer. On avait également Captain Atom, qui lui, Nathaniel Adam, qui lui, vous le savez, c'était un peu compliqué, on oscillait entre deux temporalités, on voyait bien qu'il y avait une espèce de rébellion, il était poursuivi par l'armée, on se demandait comment on en est arrivé là. Donc on va revenir semaine après semaine justement à ce qui va déclencher cette situation-là. On voit bien que on avait vu aussi avec Atom Smasher, donc c'est que des atomes tout ça, les atomes, Captain Atom et Atom Smasher, le projet Atom. Lui, il avait pu récupérer ses pouvoirs, mais à quel prix? On voyait bien que l'appareil qu'ils utilisaient
parce que c'était quelqu'un d'autre qui avait les anciens pouvoirs d'Atom Smasher, donc il a pu les récupérer, on l'avait vu ça lors du précédent numéro. Et on a vu qu'il pouvait y avoir des conséquences un peu compliquées, c'est-à-dire que voilà, on peut récupérer les pouvoirs, mais parfois on ne sait pas si on a la totalité ou seulement de manière partielle hein, de ces pouvoirs. Et puis même il peut y avoir des séquelles, des conséquences, des effets secondaires, donc c'est vraiment assez fascinant. Donc ils veulent savoir un petit peu, parce qu'il y a le pouvoir donc, de Captain Atom qui est un petit peu dans la nature, ils veulent savoir quel est le possesseur de ces pouvoirs. Sauf qu'ils vont s'apercevoir que visiblement, ces pouvoirs, n'importe quel mammifère peut les posséder, comme vous pouvez le constater ici. Donc on a un combat assez génial contre un grizzly sacrément badass. À côté de ça, on continue les temporalités qui sont vraiment très intrigantes, et on voit les liens entre le projet Atom et l'armée. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que comme on l'avait déjà précisé avant, ce sont des scientifiques, donc la science, c'est une succession en fait de démarches, d'hypothèses, d'expériences qui se soldent pas toujours par des réussites, mais aussi par des échecs. Et le problème, c'est que les conséquences, elles sont parfois et souvent humaines. Donc c'est vraiment assez intéressant, c'est un numéro que je trouve bien, donc ça reste une mini en 5, je crois. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est dans ce numéro qu'on nous fait une espèce de petite frise, qui est assez intéressante, non c'est pas là-dedans, où nous explique un petit peu voilà, les différents liens avec les Justice League, c'est vraiment intéressant. En tout cas, tous les numéros, c'est ce qu'on disait, quoi, le fait que toutes les séries soient un peu interconnectées entre elles, quoi, que ce soit Justice League Unlimited, The Question All Along the Watchtower, Aquaman. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça qui étaient hyper intéressantes. Bon, si je retrouve cette frise, je vous la montrerai, mais c'est pas très grave. On enchaîne avec New Gods numéro 3, toujours scénarisé par Ram V, dessiné par Evan Cagle, mais pas seulement. Une grande partie de ce numéro est dessinée par Riccardo Federici. Riccardo Federici qu'on a pu admirer dans le War World Superman hein, par PKJ, Philip Kennedy Johnson. Et c'est Francesco Segala à la colorisation. Donc on a un numéro voilà, qui est un de mes coups de cœur de la semaine, tout simplement. Je me suis pris une sacrée claque. Puisque tout simplement, à chaque fois qu'on a un autre dessinateur dans cette série New Gods, hein, ça a été le cas depuis le début, on a du Rory Fornes, et on a eu, j'ai un trou pour l'un de Jesse Donogan, je crois. Et là, on a quand même du Federici, excusez du peu, et là, on a vraiment quelque chose d'assez incroyable. On nous raconte une histoire que, comme je vous le disais, moi, j'ai pas un énorme background sur le quatrième monde, ou sur tout ce qu'a pu faire Kirby, puis John Byrne, enfin voilà, tous ces grands auteurs. Et je vous en réfère plutôt à Comics et Calembour, qui lui est vraiment plutôt une pointure, hein. Il le dira pas comme ça, mais moi je le dis, qu'il est vraiment super calé sur tout ce qui est Vertigo, et notamment aussi le quatrième monde. D'ailleurs, il en avait parlé très justement et de manière très intéressante sur la chaîne de Manphobia dans l'émission d'Encre de Bulle. N'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a quelques émissions de cela. Et franchement, c'est incroyable. On nous raconte un petit peu justement les précédents mondes, avant le quatrième, ce qui a pu se passer. L'histoire de dieux, de différents dieux, un petit peu, ce qui a pu advenir d'eux. Moi, franchement, j'ai été complètement happé par cette histoire, alors j'y connaissais absolument rien. Faut dire que les dessins de Federici, ils aident énormément. Puis ensuite, on revient dans le présent, et on retrouve Oberon, qui est un personnage qu'on connaît aussi, moi que j'avais connu grâce à Justice League International, mais voilà, qu'on a pu connaître autrement, cette espèce de petit chauve avec les petits cheveux sur le côté, qui a beaucoup de caractère et qui a des pouvoirs insoupçonnés. Et là, on a le droit à des dialogues absolument délicieux entre lui et Mister Miracle avec la tronche de Big Barda à côté, qui n'approuve pas des masses. C'est assez génial si je peux vous retrouver ça, parce que ça c'est, voilà, ici. Je trouvais ça assez succulent. Et à côté de ça, Federici continue à nous abreuver de ce lore, justement, qui est absolument passionnant, et on va voir qu'il y a des répercussions très importantes. On va comprendre beaucoup plus de choses, à la fois sur la fondation d'Apocalypse, de Neo Genesis, ou de différents mondes comme cela, à la fois leur création, leur destruction, enfin toute cette espèce de cycle, et en même temps, l'avènement, justement, de ce nouveau-né, de ce nouveau dieu dont il est question depuis le numéro 1. On nous explique un petit peu son origine et un petit peu sa destinée. Pourquoi il a été là, pourquoi il y en a eu besoin à un moment, et quel est le but. On a vraiment quelque chose d'assez fascinant. Moi, j'ai été vraiment subjugué par ce numéro. Je me suis pris une sacrée claque. Alors que, comme je vous le disais, j'y connaissais pas grand-chose. Encore une fois, New Gods, je pense qu'on peut complètement aller sur cette série, même si on n'y connaît rien. Parce que moi, en tout cas, c'était mon cas dans le quatrième monde. Mais alors, franchement, mais quel plaisir, en tout cas, artistiquement. Et même au niveau du scénar, je pense que Ram V,
ils mènent une sacrée barque. Je pense qu'on en a pour une sacrée ongoing, une série régulière au long cours. Et franchement, bah, c'est réjouissant. On peut que s'en féliciter, donc vivement la suite. J'ai pris une sacrée claque et un énorme coup de cœur. On continue, voilà, toujours claque. Alors c'est Absolute Superman numéro 4, qui est sorti il y a quelques semaines, mais voilà, j'ai pu le récupérer que assez récemment. Regardez-moi ce Superman très très vénère, et il va être question de ça, pas mal, de rage notamment. On va voir que l'agent Lane, hein, vous le savez, qui est au service de la Lazarus Corp un petit peu, donc, bah, va interroger plusieurs témoins qui ont eu affaire à ce Superman-là, et on va voir que on va leur poser la question à chaque fois la même, c'est-à-dire que voilà, c'est une rencontre très fugace, mais voilà, est-ce qu'ils peuvent donner certains indices sur comment le retrouver Et on voit l'agent Lane en action qui rigole absolument pas, hein. Et il y en a un autre qui rigole pas, c'est Rafa Sandoval hein, au dessin. Oui, pardon, j'ai oublié de vous donner les crédits. Toujours Jason Aaron au scénario, Rafa Sandoval donc au dessin. Et je crois que c'est Miguel Arreola à la colorisation. Je crois que c'est Miguel le prénom, mais je vérifierai un petit peu plus tard. Donc encore une fois, on a un numéro absolument génial, c'est-à-dire que ces différents témoignages, bah, ils concordent tous dans le fait que finalement ce Superman-là, il est fugace, mais il vaut mieux, parce que là, il voit bien ce qui est en train de se présager un petit peu autour de Lazarus Corp dans les différents pays, parce qu'on a des témoignages vraiment de des pays complètement différents, c'est-à-dire que ils peuvent venir d'Inde, de Botswana, du Brésil, du Bélarus, du Mexique, du Vietnam, d'Afrique du Sud, et quand ça vient des États-Unis, c'est des réserves indiennes, ou d'Égypte. Donc on voit bien que Superman choisit aussi ses combats, des pays a priori qui sont opprimés, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il continue à se battre contre l'oppression, mais de manière franchement euh, presque révolutionnaire. Donc on le voit bien que c'est ce qu'ils disent, ils mettent un petit peu en garde l'ensemble de la Lazarus Corp en disant attention, parce que il y a une chose à craindre de Superman, c'est qu'il se mette en colère. Nous, c'est ce qu'on espère, parce que s'il se met en colère, il vous tuera tous. Donc il y a vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. À côté de ça, on nous parle des Omega Men. Ces Omega Men, ce seraient justement ceux qui voudraient s'opposer au Lazarus, un petit peu au Lazarus Corp. Donc au Lazarus Corp plutôt, parce que là c'est plutôt une entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir un petit peu à la fois Alpha Prime et Omega Prime, a priori, qui travaillent en tandem contre l'agent Lane. Donc là aussi on a quelque chose d'assez génial. Quand tout à coup, une espèce de tempête rouge va arriver, évidemment, et là cette apparition, encore une fois, cette intervention, elle claque, quoi, elle est très impressionnante. C'est un Superman qui rigole pas, on le voit en fait à travers quelques cases. Il est très injonctif, et en même temps, il n'est pas là pour rigoler, parce qu'il est juste là pour rétablir une situation qui part sacrément en vrille. À côté de ça, on s'intéressait à un des Peacemakers, Christopher Smith, parce que vous savez que les Peacemakers étaient une espèce de police armée un petit peu de Lazarus Corp. Et on voyait Christopher Smith commencer à se poser des questions. Lui aussi, il voulait écrire un rapport manuel, alors que tout est géré par le système Brainiac. Et on va bien voir que là aussi, le système judiciaire, il n'est pas extraordinaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va voir qu'il y a un cliffhanger qui est assez extraordinaire et qui laisse présager de quelque chose. Ça va péter, hein, ça va péter. Je pense que Superman, il va pas être très content. On verra ça, mais en tout cas, Absolute Superman, un énorme plaisir, encore une fois. On continue avec Batman and Robin Year One en parlant de plaisir. Regardez-moi cette magnifique cover de Chris Samney. Et oui, vous savez certainement de qui il s'agit. Mais Batman, lui, le découvre. Donc on est au numéro 5, toujours Mark Waid au scénario, Chris Samney donc au dessin, Mateus Lopez à la colorisation. On avait vu au cliffhanger du numéro 4 que quelque part Alfred et Bruce se réjouissaient parce que le tumultueux le tumultueux Robin, donc le tumultueux Dick Grayson était voilà, il tenait pas en place, quoi. C'est un acrobate, et du coup, ils avaient hâte qu'il aille à l'école, sauf que visiblement, dès le premier jour de l'école, il y a un sacré accro. Il n'a pas trop aimé la comparaison que le prof a faite, pardon. Et il y a vraiment quelque chose de assez drôle, notamment la complicité entre Alfred et Bruce, qui essaient d'être parents à eux deux et qui ont un peu de mal. On a aussi forcément toujours ces retrouvailles sur le toit avec Gordon, puisque là, ils sont toujours après, ils se rendent compte qu'il y a de tous ces règlements de compte entre les mafieux. Ils voient bien qu'il y a Grimaldi qui a essayé de monter les mafieux les uns contre les autres. On voit aussi que visiblement, Double Face, Two-Face avait un petit temps d'avance, donc visiblement ça faisait partie de sa stratégie manipulatrice. Pardon. À côté de ça, on voit que justement,
Batman et Robin pour la nuit, c'est fini. Robin rentre te coucher parce que Bruce Wayne a des obligations sociales. Évidemment, c'est pour un petit peu mieux cerner une cible qu'il aurait en tête. Mais Robin, intrépide Robin, il s'en fout. Il fait le mur. Et puis, on va voir qu'il va essayer de s'attaquer lui seul. Mais le problème, c'est que c'est Batman et Robin quand même. C'est le duo dynamique. Mais lui, forcément, il veut trouver grâce aux yeux de son père. Et puis en même temps, il tient pas en place. C'est ce qui lui plaît, c'est ce qu'il aime, c'est combattre le crime. Et on va voir que Bruce Wayne va faire la découverte d'un ennemi insaisissable. Il comprend pas trop. Hein. Même à un moment, il y a une scène assez géniale. Il pense l'avoir blessé presque mortellement et il s'en veut terriblement. Et c'est ensuite qu'il comprend que visiblement, c'est un personnage qui a voilà, des propriétés autres. On va dire ça comme ça. Donc voilà, encore une fois, les scènes d'action de Chris Samney, quoi. C'est un grand, grand plaisir. J'en ai dit tout le bien que je peux penser de cet artiste que j'aime énormément lors de la dernière émission d'Encre de Bulle, lors de Firepower. Vraiment, je trouve que c'est une masterclass, comme disent les jeunes. Regardez-moi ces chorégraphies, cette science du découpage, de la narration visuelle. Hein. Franchement, c'est fou. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et là, on a Robin qui s'éclate, sauf que est-il possible, lui, de maîtriser à lui seul un gang mafieux? On va voir s'il en a les épaules. Alfred fait tout pour prévenir Batman que Robin est en roue libre. Et il est tout seul, il est livré à lui-même pour cette nuit. Mais Batman est fait face à un nouvel ennemi. Et vous l'avez deviné, il s'agit vraisemblablement de Clayface. Donc on va voir ça, encore une fois, j'adore. Mois après mois, c'est vraiment un énorme bonbon. Je me régale à chaque fois sur Batman et Robin Year One. Chris Samney y est pour beaucoup. Et puis même, on a vraiment quelque chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette espèce de trio Bruce Alfred, Dick, il fonctionne extraordinairement bien. Et vraiment, même cette intrigue entre les mafieux, le général Grimaldi, Two-Face, maintenant Clayface, c'est de plus en plus intriguant et on n'a pas encore tout à fait compris qui tire les ficelles et dans quel but, mais en tout cas, on est complètement happé par l'histoire et on voit bien la relation qui est un petit peu tendue et qui, on l'espère, va aller de plus en plus sur la confiance mutuelle entre Batman et Robin. En parlant de Batman, on continue et on termine même, j'ai envie de dire, avec le 157, le dernier numéro de Chips Darsky, avec donc versus Commander Star. On avait vu lors du 156 la révélation sur l'identité de Commander Star, que je ne vais pas vous révéler ici, parce que c'est pas très important, puis on va quand même préserver, on va pas spoiler, c'est pas l'intérêt. Et donc, ça y est, c'est fini pour Chips Darsky. On a senti un petit peu quand même qu'on sent que ce dernier arc, il était pas forcément prévu, mais je trouve qu'il a essayé de faire quelque chose pour conclure. Bon, on verra. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Donc ça commence par du what the fuck, et pourquoi pas, Batman sur un avion, ça faisait longtemps. Donc on a vraiment quelque chose à côté de ça. Toujours le commissaire Vandal Savage qui, lui, désapprouve complètement Batman. Donc Batman, il est tout seul. Je vous rappelle que Gordon non plus ne fait plus partie du GCPD. C'est un détective privé. Et puis lui, il vient de lui arriver une sacrée bricole. Il vient d'être plutôt manipulé, on va dire ça comme ça. Donc on a Batman qui intervient de manière assez spectaculaire au sein de l'avion. Pendant ce temps-là, on a Star Commander qui fait régner sa loi sur Gotham, et une loi, ma foi, assez extrémiste et très violente. Donc on a une scène assez géniale aussi, justement, dans l'avion, et comment il va pouvoir s'en sortir. Alors c'est du what the fuck et over the top. Hein. On termine avec du Batman qui va maîtriser un atterrissage forcé d'un avion en lui privant de ses ailerons. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'on a une conclusion, après un combat entre donc Star Commander et Batman, on a une conclusion qui fait un peu précipitée. Je sais pas trop à quoi servait cet arc, si ce n'est à l'interrogation, qu'est-ce qui fait qu'on puisse être un homme bon. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelques répliques qui étaient super bien senties. De toute façon, globalement, le run de Chips Darsky, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des arcs qui sont rarement convaincants dans leur ensemble, même s'il y a des passages qui sont très beaux, qui sont très chouettes. Hein. Notamment, moi j'avais adoré, je crois que Dark Prisons, quelque part, les épisodes 146 à 149. C'est les épisodes que j'avais préférés. Donc on a cet affrontement Batman Star Commander pour terminer, et puis on a vraiment cette interrogation et ce lien qui est très important, je trouve, hein, entre Batman et Jim Gordon. Là, on voit aussi une interrogation qui avait été soulevée sur un potentiel lien de famille, encore un. Hush 2 is coming, on le sent. Un autre frère potentiel de Bruce, mais ça aurait fait trop. Donc il y a Hush 2 qui arrive le mois prochain, hein, vous le savez, Jeff Lubb et Jim Lee.
Et voilà, la fin du run entre Batman et Gordon, et ça, j'ai vraiment trouvé ça très chouette, sur justement, est-ce qu'on peut atteindre la perfection? Est-ce que on peut s'appuyer sur le passé, tenter de l'effacer? Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme bon ou qu'on essaie d'en être un? Et tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc voilà, il y a des petites discussions comme ça qui sont croustillantes. Il y a des moments dans le run de Zdarsky que j'ai trouvé vraiment très bon. Et globalement, si on devait l'analyser, je le trouve super intéressant sur la déconstruction de Batman potentiel, c'est-à-dire vraiment le Uber Batman, le Batman over the top qui était dénué de sentiments. Bah, on a essayé de le réhumaniser, de lui redonner une Bat Family, quand bien même forcément il y a un absent de marque, mais il essayait quand même de retrouver des nouveaux repères. Et on voit bien que là, entre voilà, son fils avec qui il a plutôt fait la paix, l'autre Bat Family, et puis maintenant Gordon, bah, il y a un socle très solide pour à nouveau tenter de faire régner la justice dans les nuits de Gotham. Donc franchement, globalement, c'est un run dont j'aimerais parler avec d'autres. On en fera peut-être une émission spéciale avec pas mal d'intervenants qui sait. Ce serait très intéressant. Voilà pour DC Comics. Oh là là, on est déjà à plus de 25 minutes de vidéo. Il va falloir que j'accélère un petit peu. On enchaîne avec Marvel sur le Ultimate Wolverine numéro 2. Ce numéro 1 que j'avais beaucoup aimé. Donc de Chris Condon au scénario, de Capuccio au dessin, et de Valença à la colorisation. Bon, je vais quand même vous donner les prénoms, je n'aime pas trop donner les noms de famille comme ça. Donc c'est Alessandro, oui, bien sûr, Alessandro Capuccio, et c'est Brian Valença pour la colorisation. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais été très impressionné déjà par les dessins lors du numéro 1. Bon, bah, ça ne dérange pas la règle, encore une fois, ce numéro 2, il m'a mis une belle petite claque. On commence 30 ans auparavant, ce qui est assez intéressant, parce que si vous connaissez la continuité classique, encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans cet univers Ultimate, puisque vous le savez que le Maker, il est revenu dans le passé pour annihiler l'avènement de l'âge des super-héros. Donc forcément, lui, il va tout faire pour pas que Wolverine, il ait un squelette d'adamantium, ou en tout cas qu'il puisse avoir l'avenir qu'on lui connaît, puis ensuite terminer avec les X-Men. Donc forcément, il intervient de manière plutôt radicale. Donc ça, c'était très intéressant. À côté de ça, on revient sur le présent. Regardez-moi ces planches. Moi, franchement, j'ai été halluciné. Donc on voit une unité d'intervention qui chasse quoi, ou qui est chassé par qui, par quoi? Bah voilà, par le Winter Soldier, par cette arme manipulée par la République eurasienne, mise en place évidemment par le Maker, dont Colossus, Illyana et Omega Red sont à la tête, ainsi que le professeur, alors je vais vous donner son nom, parce que j'ai un peu oublié son nom, le professeur Alonia Prostovic, qui est tout simplement à la tête du bureau de recherche un petit peu de Directorate-X. Voilà, Directorate-X, c'est un petit peu eux qui ont justement fait la manipulation pour contrôler Wolverine et donc ce soldat d'hiver. Regardez-moi ça là, j'ai adoré, un petit ref évidemment au Uncanny X-Men classique de Claremont et Cockrum, quand justement le Cannonball, le fameux Cannonball, hein, Colossus qui lance Wolverine, voilà, j'allais dire les griffes en avant, hein, c'est un petit peu ça. Et franchement, c'est un grand classique. D'ailleurs, il y a une super référence dans The Moon is Following Us, hein, qui était très bonne aussi, et j'avais énormément apprécié. Donc on a toute cette espèce de mise en scène orchestrée par Colossus principalement, qui est assez diabolique dans cet univers Ultimate, pour justement faire un affrontement et essayer de convaincre tout simplement que c'est bien l'arme X et qu'il est bien à leur botte. Donc c'est vraiment que j'ai trouvé encore un numéro qui glace le sang, qui fait froid dans le dos, mais qui était vraiment très beau et très bon. Même si, encore une fois, on avait bien compris, mais c'était très intéressant, c'est pour montrer peut-être à la fois la cruauté, peut-être, de certains membres de la République eurasienne, et en même temps de montrer que a priori, effectivement, il a bien l'air obéissant, il n'a pas l'air d'avoir de volonté propre, si ce n'est que il y a quand même un petit élément qui est très intriguant, et moi, je l'ai vu, j'ai bien fait attention à ce détail, je ne vais pas vous le révéler, mais et clairement, à mon avis, c'est ce qui va faire que la série va véritablement démarrer au prochain numéro. Mais en tout cas, c'est une série que je vais continuer à suivre avec grand intérêt. On continue avec Storm. Storm, les numéros 3, 4 et 5. Donc voilà, je vais vous présenter les numéros 3, 4 et 5 de Storm. Storm qui est vraiment une série dont j'avais énormément aimé les deux premiers numéros. Donc au scénario, c'est Murewa Ayodele. Au dessin, c'est Lucas Werneck, hein, qui franchement nous propose quelque chose d'assez stupéfiant. Et à la colorisation, c'est Alex Guimaraes. Donc on avait vu que Storm elle allait voir le docteur Voodoo, parce qu'elle avait une condition qui visiblement était catastrophique, puisque tout simplement elle était mourante. Donc elle va voir ce que peut faire ce docteur Voodoo. Et ce docteur Voodoo, visiblement, en faisant appel à une espèce de démon, en tout cas,
qui peut faire en sorte elle ait absolument plus aucune maladie, qu'elle se sente très bien. Euh, mais il y a évidemment un coût, un prix à payer. Et forcément, ce prix à payer, il y avait bien pire, hein, et on le précise, le prix à payer, c'est qu'elle soit privée de ses pouvoirs pendant 7 jours. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Dr Voodoo le précise, c'est que Storm a déjà été privé de ses pouvoirs, et de manière bien plus longue. Bah, c'est notamment, voilà, toujours le run de Chris Claremont, on est Live Death en 1984, un des comics que j'aime énormément, par Winsor Smith. La relation entre Ororo et Forge, enfin c'est magnifique. Et en parlant de magnifique, voilà, c'est aussi magnifique ce que nous propose Lucas Werneck, quoi. J'ai vraiment adoré. Il y a des retrouvailles très importantes parce qu'on sent que Storm, elle est consciente un petit peu de sa condition, donc elle fait un petit peu le point avec ses amis, et celles qui feront toujours partie d'elle, et elle fera toujours partie d'eux, bah, les X-Men évidemment. Et là, il y a des trucs géniaux, c'est-à-dire que chaque jour où elle est privée de ses pouvoirs, bah, elle n'a pas envie de se laisser aller. Elle s'entraîne avec Wolverine, et on a des affrontements absolument géniaux qui finissent de manière assez tumultueuse. Et quelle régalade! Ils avaient déjà eu une petite aventure par le passé, hein, notamment dans Run de Jason Aaron, je crois, mais à confirmer, je dis peut-être n'importe quoi. Et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé excellent, parce que du coup, forcément, elle peut pas se rendre, parce qu'elle est invitée donc par le Docteur Fatalis, hein, donc le Docteur Doom en VO, et elle peut pas s'y rendre par la voie des airs, puisqu'elle est privée de ses pouvoirs, donc c'est assez amusant de la manière dont elle va s'y rendre. On a ensuite le numéro 4 qui a un énorme coup de cœur, que j'ai trouvé assez brillant. Déjà, bah, les planches, hein. Flame in the Wind, voilà. C'est vraiment très beau. Ça parle de plein de choses. Ça parle du repas d'un condamné, quelque part. Hein. Ça parle de mort et de renaissance. Et puis, regardez-moi ces planches de Lucas Werneck, quoi. On se régale, on se délecte. Storm, voilà. Magnifique. Et on a un repas qui est assez génial. Hein. Autant, vous le savez, les numéros sur les repas, Wink Wink, Ultimate Spider-Man numéro 4, c'est pas forcément ce que je préfère, mais encore une fois, j'avais donné quelques arguments en disant que tout dépend comment il est rythmé. Et là, c'est déjà très intelligent sur Doom qui veut faire plaisir à Ororo sur un plat en particulier, un plat qui lui est très cher. Là, ça peut faire penser à Ratatouille, notamment, pour son finish. En tout cas, un plat nostalgique, et le goût de la nostalgie, parfois, il est irremplaçable. Et il arrive à faire ça. Le dessert, elle est nettement moins convaincue. Du coup, on va voir un petit peu tout le côté à la fois drôle, grotesque et sérieux de Doom qui ne transige pas. Voilà, Doom ne transige pas, Doom ne flatte pas. Et Doom exécute les chefs quand Storm n'est pas convaincu par le dessert. Donc j'ai trouvé ça assez génial. Et là, Doom va se rendre compte que Ororo est privé de ses pouvoirs, donc il va essayer de provoquer, de faire en sorte qu'il revienne. Sauf que le démon, lui, n'est pas d'accord. Et là, on va avoir vraiment une scène qui est absolument géniale, qui est quelque part la mort du corps physique. Une expérience transcendantale très belle, et en lien avec le plat que Doom servait. On a un finish absolument génial qui redéfinit complètement le personnage de Storm, hein, puisqu'il est maintenant précédé d'un adjectif, donc que je vais peut-être vous préserver, mais on va avoir ensuite un numéro 5 complètement cosmique. On a vraiment quelque chose d'assez intriguant. On nous parle de pas mal de personnages, enfin, des entités cosmiques. Donc, moi, je suis pas un expert. On nous parle de Infinity, de Oblivion, de Eternity, de Death, qui sont a priori des espèces de piliers. Voilà, c'est ici, avec le tribunal vivant. Donc, il y a des choses très intéressantes pour savoir de quel côté la mort va basculer. Est-ce que c'est dans l'oubli ou est-ce que c'est dans l'éternité? Donc, on a vraiment quelque chose d'à la fois onirique, cosmogonique, et transcendantal presque, vraiment très intéressant, ces espèces d'affrontements cosmiques qui ont des répercussions évidemment sur l'existence ensuite. Et tout de suite, évidemment, on va revenir sur ce repas, sauf que Ororo revient légèrement modifié. Et on va avoir une confrontation qui est absolument géniale. De toute façon, ces 3 numéros, je les ai trouvés vraiment excellents. Donc avec un cliffhanger que je trouve déchirant. Plein de choses très intéressantes sur Storm, sur son nouveau statut, et visiblement, est-ce que ça voudrait dire que l'ancienne Ororo est définitivement mise de côté? Il y a des points d'interrogation, c'est vraiment génial. La seule chose que je regrette très très fortement, c'est ça. Voilà, hop, X-Manent, où il y a le numéro 6, c'est là où je montre n'importe où, ouais, c'est ça, le numéro 6 de Storm ici. Donc il fait partie visiblement d'un crossover, d'un ex-crossover, quoi.
dont je me tamponne le coquillard. Et du coup, je vais certainement prendre le numéro 6 parce que j'adore cette série. Mais je sais pas à quel point il va être décontextualisé en fait. Parce que là, vraiment, le cliffhanger, si on reprend comme si de rien n'était, ça me paraît peu plausible. Donc on verra bien. Mais en tout cas, vraiment, Storm, j'ai adoré ce numéro 4, un énorme coup de cœur. Puis même globalement, cette série, j'aime beaucoup au bout de 5 numéros. C'est une des séries que je suis parmi les séries mutantes. Voilà pour Marvel. On termine avec Image Comics, on va essayer d'aller vite. Avec le numéro 3 de Rocket Fellows, toujours scénarisé par Peter J. Tomasi, dessiné par Francis Manapoul et colorisé en partie par ce même Francis Manapoul, mais également par John Callis. Et on va avoir quelque chose de toujours très intéressant. On va en savoir un petit peu plus sur le 25e siècle et sur les poursuivants de la famille Rockefeller. Des choses assez intéressantes. On va voir que visiblement le temps joue contre eux. Et c'est vraiment une affaire de temps, de toute façon, ce comics. Là, on voit que le père, il est toujours en train, j'ai oublié les prénoms, le père est toujours en train d'étudier un petit peu, vous le savez, cet œil assez mystérieux, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de qui il est, cette espèce de œil clos comme ça. Pendant ce temps-là, on va voir comment les différents membres de la famille essaient de s'occuper de manière... voilà, et comment ils essaient d'occuper leur quotidien de manière classique, sauf qu'à chaque fois qu'ils ont une interaction avec leurs voisins ou avec d'autres personnes, ce qui leur paraissent eux normal, est très très étrange pour les voisins. Et ça, on a des scènes assez drôles comme ça, assez décalées. Jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de courant, et cette coupure de courant va provoquer quelque chose de très très intéressant, à savoir l'ouverture de cet œil. À qui appartient cet œil? Est-ce que c'est un œil espion? Et il y a plein de choses qu'on va apprendre. On se doute de quelque chose par rapport à la mise en page, mise en scène. Donc le lecteur se doute de quelque chose, à voir si c'est confirmé. À côté de ça, on va voir que la mère, elle est censée faire une mission un petit peu, elle pilote un hélicoptère un petit peu pour parler du trafic routier, en fait, faire une vue, voilà, des plans de caméra vue satellite un petit peu. Et là, on va voir que les choses se passent pas tout à fait comme prévu, parce qu'elle est pas commode, la mémère, et c'était assez drôle. À côté de ça, on va voir, je crois que c'est Roland, du coup, je sais plus, oui, je crois que c'est Roland. Roland qui va avoir une conversation avec son frère, parce qu'il doit faire un point assez régulier, son frère qui lui vit au 25e siècle, tandis que voilà, Roland a été lui recatapulté au 21e. Et là on va avoir une discussion assez sympathique, et on va voir le lien qu'il peut y avoir aussi donc entre les frangins, et quelque chose qu'il apprend quand même. Est-ce que c'est anodin, ou est-ce que ça fait part de quelque chose de plus important? On le verra par la suite. Et on a un cliffhanger qui est très intriguant. On ne comprend pas tout, mais on voit que visiblement c'est aussi une menace à venir. C'est quelque chose que Jeff Jones avait fait avec notamment Geiger, et là c'est Tomasi qui utilise un petit peu le même procédé narratif, qui fonctionne plutôt bien. Mais en tout cas, ce Rockefeller, c'est franchement une série que je trouve vraiment très cool. Vraiment ce côté décalé entre cette famille qui vient du futur et qui a du mal à s'adapter socialement, forcément, il y a 5 siècles d'écart. Et puis cette espèce de course-poursuite contre le temps, et trouver dans quelle époque ils sont, et pourquoi ils les poursuivent, voilà, dans quel but, quelle est cette course du temps. On en saura sûrement un peu plus dans les prochains numéros de Rockefeller. On reste chez Ghost Machine avec le numéro 9 de Redcoat. Je vous présente ici la variante cover de Mark Buckingham. Je vous avoue que Mark Buckingham, sur un côté Fable, je pouvais pas résister. Voilà, parce que franchement, Simon Pure depuis le début me fait penser à Jack of Fable. Et puis voilà, cette pomme géante avec John Appleseed, donc un personnage qu'on va rencontrer ici. Ça faisait penser un petit peu à Jack et leur écho magique, d'une certaine manière. Donc on va voir qu'encore une fois, on a ici un numéro qui se lit tout seul, et c'était déjà le cas du numéro 8, donc encore une fois, chapeau à Jeff Jones qui est au scénario, chapeau à Brian Hitch au dessin, et à Andrew Curry qui est également à l'ancrage, et à Brad Anderson à la colorisation. Donc on a Redcoat qui a fait la connaissance de Johnny Appleseed, il nous explique un petit peu comment il l'a rencontré, dans quelles circonstances. On est là en 1816, mais il revient un petit peu sur sa rencontre en 1798 avec cette personne-là qui est assez intriguant, qui sème des graines des graines de pommes un petit peu partout. Et on va voir que visiblement là, ils ont un ennemi assez conséquent et assez monstrueux. Mais comment en sont-ils arrivés là? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et on va voir aussi quelque chose de génial. C'est-à-dire que John Appleseed, c'est quelqu'un de fondamentalement altruiste. Il fait tout pour aider son prochain. Et le fait qu'il sème des graines de pommes à chaque fois, lui, sa condition, c'est « Ah oui, non, faites ce que vous voulez de la récolte, mais vous devez en donner au moins la moitié aux nécessiteux, à ceux qui ont faim. » Et on a vraiment quelque chose d'assez génial. Donc on voit bien que lui aussi, il a un petit peu des ressorts magiques. Il dit qu'il est doué
d'intuition, quelque part de presque... il est presque capable d'anticiper et de voir l'avenir d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Et de l'autre côté, on a Simon qui, lui, culpabilise un petit peu. Il est conscient de son manque de compétences, en tout cas de son manque de pertinence. Il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas beaucoup aider ici. Et tout ce qu'ils adorent faire, c'est se saouler la gueule à coups de cidre de pomme, qui est sans doute le meilleur alcool qu'il ait jamais bu. Et ils se racontent des histoires, et ça, ils adorent ça. Donc, ils essaient de se voir une fois chaque année, en fait, pour se raconter des histoires sur ce qu'ils ont vécu l'année écoulée. Donc ça, c'est absolument génial, déjà, et ça fait énormément penser, franchement, à, à Neil Gaiman et Sandman, sur une personne qu'aurait rencontré Morpheus et qu'il veut rencontrer très régulièrement. Alors, c'est pas chaque année, c'est de manière un peu plus espacée, mais voilà. Pour ceux qui ont lu Sandman, vous voyez à quoi je fais référence, sans doute. Et là, on va comprendre du coup d'où vient ce monstre géant. Et forcément, parce que si on voit une pomme, on va forcément voir le verre qui était contenu dedans. Donc vraiment, encore une fois, on a un numéro que j'ai trouvé très très bon, que j'ai trouvé très émouvant sur la fin. Et encore une fois, ça nous raconte beaucoup de choses sur Simon Pure, parce qu'on revient en arrière, on commence en 1892, là on est en 1815. Euh, donc il y a vraiment énormément de choses qui sont très intéressantes sur le fait, il y a une métaphore avec la pomme qui est magnifique, hein, qui est voilà que une pomme peut pourrir et elle peut mûrir, hein. Et il y a une métaphore sur la vie et sur le fait d'essayer de s'améliorer dans la vie que je trouve magnifique et qui est génial. Et visiblement, Johnny Appleseed, il a su lire en Redcoat mieux que Simon ne peut lire en lui-même, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant et très chouette. Et on voit bien que ce comics Redcoat, il est fait de rencontres à travers le temps, qui vont essayer de le façonner et de le changer. Et ça, je trouve que c'est assez génial et fascinant. Donc vivement la suite, vraiment d'une série que j'aime de plus en plus, numéro après numéro. On enchaîne avec, attention, âme sensible s'abstenir, Roll Tree, le numéro 13, toujours scénarisé par James Tynion IV, dessiné par Fernando Blanco pardon, et colorisé par Jordi Belair. Alors là, clairement, je peux pas montrer toutes les planches, parce que il y a énormément de sexualité, clairement, d'érotisme, voire un petit peu plus, mais on a aussi vraiment une espèce d'agression visuelle, une grosse claque visuelle. On le sait, on nous parle de Samy, vous le savez, qui est un personnage qui a été confronté directement à l'Undernet et même au World Tree. Qu'est-ce que c'est que le World Tree? On va savoir un petit peu plus ici. On a vraiment quelque chose qui est terrible, qui est une confrontation face à soi, face à quelque chose qui est, encore une fois, aussi la transcendantale, mais peut-être même abyssale, qui est sur un autre plan. On va voir un petit peu Samy qui va pouvoir contempler, malgré elle, les différents meurtres qui a pu être commis par Fear dans les différents numéros. De toute façon, ça, on l'avait vu déjà. À côté de ça, on a Gabriel, son frère, et toute sa bande qui font tout pour essayer de la réveiller, de la réanimer un petit peu, parce qu'elle est en train de vivre une expérience très vraisemblablement traumatisante, quoi. C'est-à-dire que on est dans cet univers, on le voit bien là, qui est vraiment très très intriguant. On voit différentes images, et là, on a quelque chose, je trouve, de Fernando Blanco et de Jordi Belair qui est somptueux, qui nous montre un petit peu comment le chaos peut être transcrit à travers cet Undernet. Et on va voir que elle, Samy, elle est nullement impressionnée. Et elle va faire la rencontre, elle a l'impression d'une rencontre divine, comme une espèce de révélation, mais au sens premier du terme, au sens biblique du terme. Et ça va être vraiment très intéressant. Sauf que cette révélation, quelle va en être l'issue, comment va-t-elle survivre à cette révélation, comment Gabriel et ses amis vont pouvoir intervenir pour essayer de la sortir de cette espèce de torpeur, si c'en est une, pardon. Vraiment, c'est un numéro qui est une énorme claque visuelle, je vous l'ai dit. C'est sûr que World Tree, depuis le début, c'est complètement assumé et désinhibé, mais c'est aussi, justement, le côté désinhibition, le côté... on essayait de se libérer des entraves sociales et culturelles, ça fait partie du récit, et justement, c'est ce qui peut provoquer soit cette fin du monde, ou en tout cas, cette espèce de libération, en tout cas, sociale. Enfin, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, cet arc, moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça. Quand j'avais lu le numéro 12, je m'étais dit que c'était presque un stand-alone et qu'on reviendrait sur un arc. Non, a priori, ça va être un arc sur Samy. Donc, un personnage très important, évidemment, dans World Tree. On termine avec
le numéro 14 de Sacrificers, je vous présente ici la variante cover de Carla Wisgala, que je trouvais vraiment très jolie. Voilà, sur Solumna, et un côté très mélancolique et assez triste. Eh bien, comme je l'avais un petit peu anticipé et prévu, cette fois on revient, donc toujours Rick Remender au scénario, Max Fiumara au dessin et Dave McCaig à la colorisation. Donc là on revient un petit peu à Béatrice. Béatrice, rappelez-vous, c'était l'un des membres de la famille Pigeon, on va les appeler comme ça, qu'on voyait au tout début de la série. Et elle fait partie un petit peu des nouveaux heureux élus qui vont pouvoir être sacrifiés. Mais avec elle, on avait vu qu'il y avait également un personnage au destin tragique et qui était complètement déchu d'un petit peu sa condition royale, puisque c'est évidemment la princesse Soluna, qui était la fille de Rokos et de Luna. Et, elle, elle avait été, vous le savez, un petit peu, elle dotait d'un pouvoir terrible. Visiblement, on en apprend un petit peu plus sur ce pouvoir, et on voit qu'il y a une espèce de solidarité qui va s'opérer malgré tout envers un contre tout entre Béatrice et Soluna. Et la narration nous parle de confiance, de comment la confiance peut s'opérer entre deux êtres, comment la méfiance et la confiance sont étroitement liées, et est-ce qu'on a toujours le choix. Donc vraiment, encore une fois, c'est un numéro qui m'a mis une sacrée claque, euh, qui est génial. De toute façon, Sacrificers, mois après mois, vraiment, je me régale à la lecture de ces différents single issues. C'est une de mes séries préférées, tout simplement. Je trouve que c'est génial en plus d'alterner comme ça entre chaque numéro. Il y a vraiment un rythme qui est extraordinaire. On voit bien que les choses sont en train de monter. On voit d'un côté Pigeon ce qu'il est en train de faire, de l'autre côté Selumna, Béatrice qui est entre les deux. Peut-être cette tragédie à venir, sans doute même, ou une révolte et une redéfinition complètement de ce monde. Voilà, pour l'instant, il y a une espèce de soumission. Et peut-être qu'il y aura une révolution. Donc c'est vraiment très intéressant. On aura le dernier numéro du prochain arc. Cet arc qui s'appelle No Light Beyond, j'ai oublié de le préciser. C'était part 3 of 4, donc la prochaine fois, ce sera la quatrième et dernière partie de cet arc pour le numéro 15 de Sacrificers. Et voilà, c'est terminé pour moi. Donc petite synthèse, rapide, parce que j'ai fait long déjà. Énorme coup de cœur pour le New Gods numéro 3, que j'ai trouvé vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai énormément aimé également. Le Zatanna 1 part très bien. Batman et Robin Year One, j'aime toujours autant, je trouve ça vraiment super. Énorme coup de cœur aussi pour Absolute Superman 4, qui était vraiment génial. Énorme coup de cœur, j'ai 3 coups de cœur, ouais. Ultimate Superman 4, Absolute Superman 4, pardon, New Gods 3, et évidemment ce Storm 4 que j'ai trouvé génial. Puis c'est World Tree et Sacrificers, de toute façon c'est des coups de cœur chaque mois. Donc voilà, vraiment une semaine où j'ai vraiment énormément apprécié mes lectures. Lucky Me, c'était vraiment super, quel pied. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine. Merci de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça aide la chaîne à continuer à grandir. On ne s'arrête plus, c'est formidable. C'est grâce à vous toutes et à vous tous. Encore une fois, mille merci. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très très vite, dès demain, lors du live pour fêter les 1 an d'Encre et de Bulle sur la chaîne de Mindphobia. Allez, quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée. À très bientôt sur la chaîne. Ciao!